Aristote, dans sa politique, c'est vraiment extrêmement frappant pour un moderne qui ouvre cela, c'est que la première question que se pose Aristote, avant d'examiner les questions de gouvernement de la cité, qui est vraiment le cœur de son ouvrage, il n'oublie pas de poser cette question absolument fondamentale: combien de personnes à l'intérieur de la cité? Et effectivement, c'est vraiment prendre les choses dans le bon ordre. Avant de réfléchir sur le gouvernement, il faut savoir de combien de personnes on parle, parce que ça va déterminer énormément le type de réponse que l'on va pouvoir apporter. Et ce que dit Aristote, c'est que avant de réfléchir sur le meilleur gouvernement possible, il faut déjà réfléchir sur les questions qui rendent un bon gouvernement possible. Et pour cela, eh bien, il y a des limites quantitatives. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop peu de personnes, parce que pour Aristote, une cité bien gouvernée, elle doit être relativement autosuffisante. Et pour qu'elle soit relativement autosuffisante, il faut qu'il y ait suffisamment de citoyens pour pouvoir exercer tous les métiers, toute la diversification, que toute la diversité des activités humaines puisse trouver place à l'intérieur de la cité. Donc pour cela, il faut quand même, pour qu'il y ait un minimum de spécialisation, il faut que le nombre de citoyens ne soit pas trop faible. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'il soit trop élevé, parce que s'il est trop élevé, c'en est fini du bon gouvernement, puisqu'on va être confronté à des masses, et en fait, ces masses ne vont plus être gouvernées comme des êtres humains, mais justement comme des agrégats. Et donc, pour Aristote, il y a une limite basse et une limite haute, mais la limite haute, elle est si vous voulez, ça correspond à peu près à l'Athènes de cette époque-là, où, comme je l'ai dit, il y avait quelques dizaines de milliers de citoyens. Et puis, bon, il y avait quand même beaucoup plus de monde, parce qu'il y avait pas mal d'esclaves. Alors là, il y a aussi beaucoup de malentendus, parce que aujourd'hui, la mode est de dire, oui, certes, les Grecs ont inventé la démocratie, mais chez nous, maintenant, c'est quand même beaucoup mieux, parce que chez les Grecs, il y avait deux énormes limites. Il n'y avait pas les femmes et il n'y avait pas les esclaves. Alors, pour ce qui est des esclaves, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que pour les Grecs, faire de la politique, c'était presque quelque chose à plein temps. Enfin, ça demandait énormément. Donc, en fait, pour que les citoyens puissent se consacrer à la politique, il fallait bien aussi qu'il y ait des gens qui produisent pendant ce temps-là ce qui était nécessaire pour la vie. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que l'esclavage était à l'époque était moins une limite de la démocratie que sa condition de possibilité. C'est-à-dire que le choix n'était pas entre tout le monde est citoyen ou bien personne ne l'est. Il était impossible que tout le monde soit citoyen au sens où les Athéniens concevaient la citoyenneté. Et donc, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de donner le droit de citoyenneté au maximum de gens possible, mais ça supposait forcément que certains en étaient exclus. Et puis alors, pour ce qui est des femmes, il faut aussi tenir compte d'une chose dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un mode de pensée individualiste. On dit c'est scandaleux que les femmes soient exclues. En fait, ce qu'il faut voir à l'époque, c'est que la vie était quand même beaucoup plus communautaire, et en particulier la communauté familiale était extrêmement importante, et que de ce point de vue-là, l'homme, s'il allait sur l'agora pendant que la femme restait à la maison,
ça ne veut pas dire que la femme était exclue de la vie politique, ça veut dire que le représentant de la communauté familiale dans la vie politique était l'homme. Vous voyez, mais quand l'homme était sur l'agora, il ne représentait pas simplement lui en tant qu'individu moderne, mais il représentait la communauté familiale. Et quand, au XIXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote, en fait, c'est devenu intolérable dans la pensée moderne qui pense justement toujours en termes d'individu. Donc en fait, l'individu ne représente que lui-même. Et alors à ce moment-là, si l'individu ne représente que lui-même, bon, bah, les hommes ont le droit de vote, les femmes n'en ont pas, c'est une exclusion des femmes. Si on était encore, ce qui était quand même en partie le cas, dans une mode de pensée communautaire où la famille est une communauté, là encore, le fait que l'homme vote, il votait non pas en tant que représentant simplement de lui-même, mais représentant de sa famille. Et donc la vie de sa femme entre à l'intérieur de son vote. Bon, mais là on s'est un petit peu écarté, mais ce que disait Aristote, c'est que pour qu'une véritable vie politique authentique puisse se développer à l'intérieur de la cité, il faut que cette cité garde des dimensions limitées. Et le repoussoir pour les Grecs, c'était les Perses, mais les Perses, ils étaient considérés comme des barbares, non pas parce que individuellement ils auraient été inférieurs. Quand on lit Hérodote, on s'aperçoit qu'il y a un très grand respect pour les Perses. Si vous voulez, c'est pas qu'ils auraient été inférieurs intrinsèquement, c'est parce qu'ils vivaient dans un empire. Et à partir du moment où on vit dans un empire, eh bien, il ne peut pas y avoir de vie politique. Il faut réfléchir au fait que politique, ça vient de polis. Polis, c'est la cité. Donc en fait, il y a la politique, c'est la vie de la cité. Si vous êtes dans un empire, bah, vous ne pouvez pas avoir de politique. C'est par définition même. Et Aristote, qui a défini l'être humain comme zoon politikon, hein, le vivant politique, il ne s'accomplit en tant qu'être vivant politique qu'à l'intérieur de la forme adaptée à cela, qui est la cité. Et c'est pour ça que quand une cité grecque était prospère et que la population augmentait, eh bien la cité, à un moment donné, elle cessait de grossir, et puis on désignait un certain nombre de gens à l'intérieur de cette cité, on leur donnait des biens, des outils, etc., et on leur demandait d'aller fonder une autre cité. Et donc, en fait, on allait multiplier les cités, on n'allait pas faire grossir les cités. Donc ça, c'est vraiment... Et on pourrait dire le moment où la vie politique grecque va s'effondrer, c'est à l'époque d'Alexandre, où justement Alexandre, lui, va conquérir la Perse, mais va rêver de fonder un empire qui amalgame la Perse et la Grèce. Et il y a eu des très très fortes tensions à l'intérieur de l'armée d'Alexandre entre des Grecs, on pourrait dire old school, qui ne voulaient absolument pas entendre parler d'Alexandre empereur, et Alexandre et un certain nombre de gens de son entourage qui tendaient de ce côté-là. D'ailleurs, on ne sait pas si Alexandre n'a pas finalement été assassiné. Bon, mais cela étant, malgré tout, son empire n'a pas survécu à sa personne, mais l'empire qu'il avait éphémèrement fondé s'est fragmenté en un certain nombre de sous-empires, et ça a été quand même la décadence de la vie politique, grecque. Et si on considère que, par exemple, la démocratie, c'est le fait qui était le régime préféré d'Aristote. Alors, cela dit, que Aristote prenait bien soin de ne pas appeler démocratie, mais qu'il appelait politeia, parce que pour Aristote, il y avait trois types de régimes qu'il distinguait. Il y avait la monarchie, où c'est le pouvoir d'un seul, l'aristocratie, le pouvoir de quelques-uns, et puis, quand c'est le pouvoir qui est donné au peuple en entier, il disait c'est le gouvernement constitutionnel par excellence, et il appelait ça la politeia. Et il disait ces trois ces trois types de régimes sont tous les trois susceptibles d'être bons quand ils ont en vue le bien commun,
et ils sont tous les trois susceptibles de devenir mauvais lorsque, au lieu de s'exercer, quand le pouvoir, au lieu d'être exercé pour le bénéfice du bien commun, n'est exercé qu'au bénéfice de ceux qui le détiennent. Alors la pathologie de la monarchie, c'est la tyrannie. Quand le monarque, au lieu de chercher à faire le bien de tous, ne pense qu'à lui. La dégénérescence de l'aristocratie, c'est l'oligarchie. C'est-à-dire que l'aristocratie, là encore, au lieu de chercher à faire le bien de tous, elle ne sert qu'à elle ne pense qu'à se servir elle-même. Et puis, il y a une dégénérescence de la politéia, du gouvernement par le peuple, qui est la démocratie. Et en fait, la démocratie, c'est le terme péjoratif, c'est pour Aristote, c'est la dégénérescence du mode de vie, du bon gouvernement, enfin du gouvernement qui a du mode de gouvernement qui a sa préférence, qui est le gouvernement exercé par le peuple, mais dans l'intérêt général de la cité. Alors que ce qu'il appelle la démocratie, c'est quand c'est ce qu'on pourrait nous aujourd'hui appeler la démagogie, c'est-à-dire qu'on va, évidemment, comme dans le gouvernement par le peuple, il va y avoir des procédures de vote, et que ce qui va gagner dans les motions qui vont gagner, c'est celles qui ont la majorité. Eh bien, en fait, un certain nombre de démagogues peuvent être tentés si vous voulez, de remporter les votes en flattant une majorité de citoyens, mais ça n'est pas parce que vous avez la majorité que vous faites le bien de la cité. Vous pouvez trouver des majorités de circonstances qui vont approuver une certaine mesure parce que dans l'immédiat, ça sert leurs intérêts, et en même temps qui, à plus long terme, est désastreuse pour l'avenir de la cité. Alors, ce qui est assez amusant chez Aristote, c'est qu'on voit bien que démocratie, en grec ancien, c'était un terme péjoratif. C'était la dégénérescence de la politéia. Et la véritable politéia, c'était le fait que tous les citoyens soient impliqués dans le gouvernement de la cité, mais pour le bien de la cité. D'accord. Nous qui sommes au cercle politéia, on a bien choisi. Voilà, exactement. Il vaut mieux choisir cercle politéia que cercle démocratie.